Oublié. C'est bon. Aujourd'hui, donc, on commence avec Geneviève Loca. Si vous ne connaissez pas Geneviève, ça se peut. Geneviève, c'est la magnifique personne avec qui j'ai co-animé, en fait, toutes les retraites qu'on a offertes par le passé. C'est avec elle que, disons, quand l'entreprise a commencé à en faire davantage, Geneviève était présente à toutes les retraites. Ça a commencé comme la professeure de yoga et c'est devenu, et la photographe pendant un moment. Et évidemment, c'est devenu tellement plus. Geneviève, c'est une facilitatrice d'événements de retraite vraiment incroyable. C'est une professeure de yoga vraiment complète, je dirais. Son style de yoga est tellement puissant, tellement transformateur parce que justement, elle va bien au-delà des postures de yoga. Et dans sa formation, elle a été formée avec justement des enseignements chamaniques. Et c'est quelqu'un qui respecte énormément la pratique, qui ne va jamais s'autoproclamer chamane et qui va vous expliquer, j'en suis sûre, pourquoi il ne faut pas faire ça. Elle a eu la permission de partager les enseignements qu'elle a reçus. Donc, c'est un sujet qui nous touche beaucoup et ça nous prenait quelqu'un comme Geneviève pour l'apporter avec toute sa douceur, sa sagesse, mais aussi son respect de la pratique. Donc, je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, elle prenne de son temps pour venir vous partager ça. Fait que sans plus tarder, je vais éteindre ma caméra et mon micro pour laisser toute la place à Geneviève. Juste question de logistique. On va vous demander d'utiliser le Q&A, le petit Q et A, pour poser vos questions. C'est beaucoup plus facile que dans le chat. Et il y aura une période de questions un peu plus loin dans le cercle. OK? Geneviève va vous dire quand ce sera le moment. Vous pouvez aller mettre vos questions en avance si vous voulez, mais sachez juste qu'elle n'y répondra pas pendant son, je veux dire, présentation, là, mais ça fait très formel. Elle va garder ça vraiment pour la période de questions et réponses. Et sinon, je pense que c'est ça niveau logistique. Ouais. Donc, je vous souhaite le plus magnifique des cercles, une magnifique journée. Je vous envoie plein d'amour, puis profitez bien. Bye bye! Merci, Jo. Bonjour tout le monde. Premièrement, je suis vraiment honorée d'être ici avec vous aujourd'hui. J'ai l'impression je vois tout le monde qui écrit dans la conversation et je vais la laisser fermer pour pouvoir rester vraiment concentrée avec vous, mais j'ai vu plein de monde que je connais. Ça me fait trop plaisir d'être ici avec vous. Puis un gros merci aussi à Josiane, Chantal, puis à toute l'équipe de Witch d'avoir pensé à moi parce que ça me fait vraiment chaud au cœur de revenir dans la famille pour partager avec vous en ligne. Aujourd'hui, on a comme beaucoup parlé avec Josiane quand elle a fait la deuxième ronde, puis ce qui est monté pour moi que j'avais envie vraiment de partager avec vous, c'est le chamanisme, parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup, mais je trouve qu'il n'est pas toujours bien compris, puis aussi qui est très... c'est un mot qui est devenu comme très chargé dans le monde moderne avec beaucoup de jugements, beaucoup d'idées préconçues. Et donc, aujourd'hui, comme mon but premier, ça va être vraiment de démystifier le mot chamanisme, le mot chaman, puis ensuite de vraiment comme vous amener vers une définition qui est plus facile à s'approprier dans le monde moderne, donc dans l'Ouest où est-ce qu'on est maintenant. Puis je pense qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a des pratiques qui sont inspirées des traditions chamaniques qui peuvent vraiment être utiles en ce moment puis qui peuvent vraiment nous faire du bien, qui sont accessibles pour tout le monde. Donc, ça va être vraiment un talk en plusieurs temps. Donc, on va vraiment traverser ensemble la définition, le mot, l'histoire un peu, parler de néo-chamanisme ou de chamanisme moderne. Puis, ensuite, je vais vous parler de certaines pratiques que moi je fais, mais qui sont aussi accessibles pour vous de faire sans nécessairement aller travailler avec un chaman ou aller travailler avec des traditions pour plus longtemps. Et après, on va prendre une pause pour la période de questions.
Donc, il va y avoir comme le premier temps plus théorique, une période de questions. Et ensuite, après la période de questions, je vais vous offrir un voyage chamanique. Donc, si vous avez le temps d'être avec nous pour toute la durée de l'atelier, on va être ensemble pour environ 1 heure et demie en tout. Et il va y avoir un voyage chamanique pour vous à la fin. Donc, voilà, si vous pouvez vous permettre de rester, il y a tout ça qui vous attend. Donc, si on part à la base, le mot chamanisme, c'est un mot qui existe depuis pas si longtemps, en fait. On dit que c'est environ dans les années 1900, ça fait peut-être une centaine d'années, un petit peu plus qu'une centaine d'années, que le mot, dans sa définition actuelle, a été choisi, si on veut. C'est vraiment une question de choix. Donc, dans son historique, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup d'anthropologues qui sont partis dans les années 1900, partout dans le monde, aller observer certaines tribus qui étaient pré-industrielles. Et j'utilise le mot tribu ici de manière très consciente, donc on peut appeler ça tribu ou communauté. Mais du coup, c'est que les anthropologues sont partis, sont allés observer certaines tribus ou certaines communautés qui vivaient complètement détaché du monde moderne tel qu'on connaît, complètement détaché de la technologie, des avancements industriels qu'il y avait à l'époque. Et donc, en allant observer ces communautés-là, comment ils vivaient, leur mode de vie, etc., ils ont vu des liens communs entre toutes les tribus ou toutes les communautés qu'il y avait partout dans le monde. Et pour désigner ces traits communs-là, ils ont choisi le mot chamanisme ou chaman. Et donc, ce mot-là existe depuis à peine 100 ans et il vient traditionnellement de la tribu Evenki en Mongolie, pardon. Et c'est vraiment un mot qui est comme une coïncidence dans le sens que c'est un accord commun des anthropologues de choisir ce mot-là qui était utilisé dans une des tribus pour désigner ce qu'ils faisaient et ils l'ont vraiment choisi puis envoyé partout dans le monde comme étant le mot qui va maintenant décrire la tendance commune qui existe dans toutes les communautés. Donc, quand on parle de cette tendance commune-là, de chamanisme ou de chaman, on parle vraiment de deux choses, en fait. La première chose, le premier trait commun, c'est la croyance en l'animisme. Donc, ça, ce qu'ils se sont rendus compte en allant étudier, c'est que partout dans le monde où il y avait des communautés qui vivaient sans technologie, il y avait un pont commun qui était cette croyance-là en l'animisme. Et l'animisme, c'est la croyance que tout objet, tout être vivant et tout ce qui nous entoure a une âme. Donc, une âme qui serait l'équivalent de notre âme humaine, qui serait à peu près partout autour de nous comme une énergie dans tout ce qui existe. Donc, l'animisme est vraiment basé, à mes yeux, au départ, vraiment sur des éléments de nature, parce que comme les communautés vivaient en pleine nature et qu'il n'y avait rien d'industriel, donc c'est sûr qu'on ne parlait pas nécessairement, exemple, d'une maison qui a une âme, mais on parlait de tout ce qui était existant dans la nature comme étant quelque chose qui avait une vie, qui avait un esprit et que tous ces êtres vivants-là, ou même les êtres inanimés, exemple comme des roches, avaient une énergie, avaient une fréquence, avaient une force vitale et étaient porteurs de messages. Okay? Donc, dans toutes ces communautés-là, ça, c'était le premier pont commun. Donc, cette croyance-là en l'animisme. Et ce que ça nous dit, en fait, quand on étudie ça, c'est que personnellement, je le vois comme une vérité dans le sens que s'il y a autant de peuples dans le monde qui n'avaient aucune façon de communiquer entre eux, qui croyaient en la même chose, qui était cette croyance-là, qu'il y avait un monde qui allait bien au-delà du monde matériel, donc un monde qui était animé bien au-delà du monde qu'on peut voir, qu'on peut percevoir, qu'on peut toucher. Pour moi, c'est fascinant parce que ça veut dire que à quelque part, c'est une vérité. Si c'est une vérité pour autant d'humains, c'est sûr qu'il y avait quelque chose à explorer là. Puis moi, c'est ça qui m'a fascinée au début avec le chamanisme, c'est comme s'il y a autant de peuples et de tribus qui croyaient à ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose à explorer dans ça. Donc, le premier aspect fondamental du chamanisme, c'est cette croyance-là qu'il y a un monde invisible qui interagit avec le monde visible. Donc, que le monde invisible a un impact sur le monde matériel d'une façon ou d'une autre. À partir de là, il y a un deuxième pont commun que les anthropologues ont observé, cette fois-ci pas dans 100% des communautés, mais presque, donc dans la grande majorité.
Et c'était d'avoir une personne au sein de la communauté qui était porteur de sagesse, comme si on veut, cette personne-là, ça aurait été la personne qui aurait dédié son existence à entrer en connexion avec ce monde invisible. Et cette personne-là devenait la personne ressource, si on veut, le guérisseur ou la guérisseuse, ou la guérisseur, en tout cas, de la communauté. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y avait énormément de femmes qui portaient ce rôle-là. Donc, c'était vraiment un rôle qui était important parce que c'était vraiment la personne pilier au milieu de la communauté et celle que les gens allaient voir. Donc, exemple, s'ils ne se sentaient pas bien, s'ils se sentaient malades, ils allaient toujours voir cette personne-là. Et c'est cette personne-là qui avait le pouvoir ou qui a le pouvoir d'entrer en communication avec le monde invisible et même d'aller avoir un impact sur le monde invisible pour changer certaines énergies ou fréquences et ramener un équilibre. Donc, exemple, si dans une communauté, quelqu'un est malade, exemple, je suis malade, je vais voir la guérisseur ou le guérisseur du village et cette personne-là aurait le pouvoir d'entrer dans le monde invisible, d'aller travailler les énergies qui ne sont pas percevables par l'œil et de ramener l'équilibre qui fait en sorte que la personne était débalancée. Donc, d'aller retravailler pour ramener l'équilibre. Et ça, c'était le deuxième point commun. Donc, les deux fondements à la base du chamanisme ou du mot chaman, c'est ces deux fondements-là. Donc, si on arrive à une définition, si on veut, du chamanisme à la base de cette quête-là de savoir qu'est-ce que c'était, il y aurait deux définitions possibles. Donc, soit la première, que c'est le chamanisme, ça serait la perception d'un monde invisible qui aurait un impact significatif sur le monde visible, le monde matériel concret. La deuxième définition potentielle, c'est que le chamanisme, ce serait une communauté qui est complètement dévouée à un chaman. Donc, ce chaman-là qui serait la personne en question, donc le pilier que je vous parlais, qui aurait accès à aller travailler dans le monde invisible. Et donc, que la communauté en entier dédierait sa vie à travailler pour le chaman. Et donc, à lui donner de plus en plus de pouvoir, de capacité à accéder au monde invisible. Donc, c'est vraiment les deux définitions avec lesquelles on travaille le plus. Personnellement, dans ma vie, dans mon parcours, puis dans le monde moderne, j'aime bien travailler avec la première définition, donc celle qui nous dit que le chamanisme, c'est vraiment cette croyance-là qu'il y a des énergies, qu'il y a des choses qu'on ne voit pas autour de nous, qu'il y a des esprits, qu'il y a un monde invisible et que ce monde-là a un impact sur nous, sur notre fréquence, sur notre énergie et sur tout ce qui nous entoure. Et ce qui est Josiane en a parlé un peu plus tôt, qui est vraiment important de parler, c'est le mot chaman parce que je pense qu'il a été utilisé vraiment à toutes les sauces et c'est vraiment sans jugement, dans le sens qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le mot il est tellement nouveau, donc il y a juste 100 ans, mais la tradition est tellement vieille. On va parler d'histoire un peu dans quelques instants. Mais pour devenir chaman, selon les traditions qui sont assez différentes d'une à l'autre, on parle de... En fait, il y a plusieurs façons. Donc, puis c'est un spectre qui est vraiment d'un bord à l'autre. Okay? Donc, souvent, on va dire chaman, c'est quelqu'un qui aurait potentiellement, pour certaines communautés, passé très, très proche de la mort. Donc, une expérience de vraiment frôler la mort de près. Donc, exemple, quelqu'un qui aurait été très, très malade, qui aurait eu accès au monde du bas, qui aurait vu la mort de très près et qui aurait réussi à revenir ensuite dans le monde matériel dans lequel on vit et que, puisqu'il aurait connu ce chemin-là, le parcours d'aller vers la mort et de revenir, aurait le potentiel d'accompagner les gens à guérir puisqu'il est capable de les faire passer dans le même chemin vu qu'il l'a vécu. Ça, c'est la première chose. Pour d'autres lignées, pour d'autres traditions, pour devenir chaman, et c'est la lignée avec laquelle moi j'ai travaillé, c'est vraiment ça leur tradition, ça prend 3 générations de dévouement à 100%. Donc, ça va prendre 3 générations complètement dévouées à faire leur travail sur eux, donc pour se purifier,
pour avoir de plus en plus accès à l'essence puis au monde invisible. Donc, dans le fond, selon la croyance, on n'aurait pas accès à ce monde-là invisible si on vit dans le monde dans lequel nous, on vit, qu'il y a beaucoup de technologie, qu'il y a beaucoup d'ondes, on a beaucoup de layers, excusez, d'habitude j'enseigne en anglais, fait que je vais avoir des mots qui vont sortir en anglais, mais beaucoup de couches d'ego qui s'ajoutent une par-dessus l'autre sur notre corps. Et avant qu'on soit assez pur pour entrer en connexion avec le monde invisible, ça prend beaucoup de travail sur soi. Donc, dans cette tradition-là, on parle vraiment de 3 générations qui vont dédier leur vie complète avant que quelqu'un puisse être nommé chaman. Donc, exemple, si moi, je décide de dédier toute ma vie à ce path-là, à cette voie-là, je pars demain, non, en fait, pas demain, je serais née déjà dans la jungle à la base. Donc, je suis dans la jungle, je dédie toute ma vie à vivre en connexion avec la nature. Je n'ai aucun accès à la technologie. Je me dédie vraiment à travailler avec mon environnement, à connecter de plus en plus avec le monde invisible. Je fais ça toute ma vie. J'ai un enfant ou des enfants. Eux vont faire la même chose, vont dédier toute leur vie à ça aussi. Et ensuite, la 3e génération, donc les enfants de mes enfants, qui décideraient eux aussi de dédier toute leur vie à la pratique, pourraient, eux, être nommés chamans. Donc ça, c'est une des traditions aussi. Ça prend une lignée de 3 personnes, donc de 3 générations, pour se rendre jusqu'à avoir le titre officiel de chaman. Donc, dans certaines communautés, c'est vraiment un travail qui est extrêmement difficile et engageant. Donc, c'est un travail qui va demander de se mettre complètement de côté, de dévouer son existence à cette connexion-là. Par contre, dans l'autre spectre complet, puis ça, j'aime beaucoup en parler, puis c'est un de mes profs qui fait beaucoup de blagues avec ça, c'est qu'on peut aussi, aujourd'hui, en 2020, devenir chaman en allant sur Internet, prendre un cours de 3 jours en ligne et ensuite avoir un beau certificat qui dit « Félicitations, vous êtes maintenant devenu chaman ». Donc, il y a d'un spectre de 3 générations à un cours de 3 jours en ligne, des gens qui se proclament d'un côté ou l'autre chaman. Et c'est ce qui fait que le mot est très difficile ou très chargé, très dense, d'une énergie qui n'est pas très claire parce que, vous pouvez le voir, entre les 2 spectres, il existe tellement de possibilités et il y a beaucoup de monde qui se l'approprie à leur sauce, à leur désir, si on veut. Et ça, c'est vraiment un travail personnel de décider, vous, comme personne, jusqu'où vous voulez aller par rapport à ça. Moi, personnellement, comme j'ai travaillé avec une communauté qui vraiment dédie leur vie au chamanisme, qui dédie leur vie à leur pratique. J'ai développé énormément de respect pour la légitimité du travail. Et donc, c'est quelque chose que je fais vraiment attention, comme Josiane l'a beaucoup dit, puis que c'était écrit en ligne aussi, de jamais me nommer chaman, de jamais nommer quelqu'un chaman non plus, et de vraiment y aller avec... juste avec beaucoup de respect pour les traditions parce que c'est vraiment un travail qui est extrêmement demandant puis extrêmement difficile. Donc, si on pense que ça prend 3 générations pour devenir assez pur à leurs yeux, à eux, pour pouvoir entrer en connexion complète avec le monde invisible, avec cette énergie-là, on peut s'imaginer à quel point ça demande du don de soi, puis beaucoup, beaucoup de travail. Donc, c'est différentes traditions. Comme je disais tantôt, il n'y a pas de bon et de mauvais, mais c'est vraiment de comprendre l'ampleur du mot, l'ampleur de tout ce que ça peut avoir l'air aussi. Puis vous, comme personne aussi, d'être prudent dans, si vous avez envie de travailler avec des chamans ou avec des communautés, juste de savoir que quelqu'un pourrait s'appeler chaman après 3 jours en ligne ou après 3 générations de travail. Puis de garder ça pour vous, puis de voir c'est où vos limites à vous, puis c'est où vos désirs à vous dans ce cadre-là. Donc, voilà pour la base, la définition du chamanisme ou du chaman. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le chaman dans les communautés, c'est pas nécessairement à la base quelqu'un qui va utiliser qui va être gentil nécessairement. Donc, ça a l'air, c'est un drôle de mot, le mot gentil. Mais c'est pas... Devenir chaman, ça veut pas dire nécessairement être un guérisseur. Okay? Ça veut dire que c'est la personne qui a le pouvoir d'aller dans le monde invisible et de changer les données du monde invisible. Donc, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui fait ça avec des intentions
positive. Ça peut être quelqu'un qui est aussi très mal intentionné, qui a ce pouvoir-là. Donc, c'est important aussi d'écouter son intuition quand on travaille avec des chamans ou avec des communautés pour s'assurer que vous travaillez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, avec des gens qui ont toujours une intention qui est très pure. Parce que si je vous donne un exemple, il y a des chamans qui vont amener des gens sur leur terre, dans leur communauté, surtout maintenant dans les voyages qui s'offrent, etc. Puis ils vont faire aux gens des pratiques qui vont leur donner une connexion avec le monde invisible, dans lesquelles eux, ils vont se faire offrir des dons ou des cadeaux pour guérir le monde autour d'eux. Et le chaman, à ce moment-là, a le potentiel de décider est-ce qu'il vous laisse les cadeaux, puis vous repartez avec ça avec vous et vous les offrez autour de vous et vous avez plus de dons à ce moment-là, ou est-ce que lui va dans le monde invisible et reprend tout ce que vous avez reçu et l'amène vers lui. Donc, il y a des chamans qui font ça. Donc, moi, ça m'a vraiment pris du temps avant d'avoir confiance à 100% puis de me dire vraiment faut qu'on écoute notre intuition quand on travaille dans ce monde-là ou dans ces pratiques-là, puis qu'on se rappelle que c'est pas parce que quelqu'un se nomme chaman que cette personne-là est nécessairement quelqu'un qui va utiliser son pouvoir pour créer du positif. Donc, et puis comme je veux pas non plus être pessimiste, il y a plein de chamans qui sont extrêmement sages puis qui transmettent beaucoup de sagesse, de magie, de messages qui sont extraordinaires. Donc, il s'agit juste de vraiment s'écouter dans c'est qui le chaman qui est devant vous, c'est quoi l'énergie, puis est-ce que vous avez un sentiment que cette personne-là a de la clarté. Fait que quand on travaille avec les pratiques chamaniques, que ça soit avec un chaman ou soit toute seule dans son propre processus, je pense que c'est vraiment important de connaître cette base-là comme étant, comme pour la définition, autant que pour la légitimité du mot, puis comment nous, on a envie de l'utiliser. Fait que personnellement, j'ai pas choisi de prendre un path de chaman ou de vouloir dédier ma vie complètement à la pratique. Par contre, je m'en inspire parce que je pense que dans le monde moderne, ce qu'on a comme capacité, nous, c'est de devenir des guérisseurs. Et quand je dis le mot guérisseur, encore, je vais préciser la définition. Une guérisseur ou un guérisseur, c'est pas quelqu'un qui va guérir les autres. Okay? C'est quelqu'un qui va se guérir soi-même et qui ensuite, par miroir ou par réflexion, va inspirer les gens à faire la même chose pour eux. Donc, en faisant le travail sur soi, donc moi, en faisant mes pratiques chamaniques, en laissant partir des couches, en transformant les choses qui ne me servent plus, en transformant certains patterns, en purifiant notre énergie, notre corps, tous nos corps en fait, éventuellement, on a la capacité de guider d'autres personnes à faire la même chose. Puis ça, c'est le pouvoir qu'on a comme individu en ce moment dans le monde moderne en s'inspirant des traditions chamaniques. C'est drôle parce que je parle beaucoup puis j'espère que vous suivez. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire. Donc voilà, ça c'est la base. Fait que pour moi, ça a vraiment été ça mon processus. Fait que c'est de voir c'est quoi la tradition dans la base. Et ensuite, de dire comment moi, je peux m'inspirer de cette tradition-là sans me l'approprier, mais de m'en inspirer parce que il y a comme une conception, je trouve, dans la société dans laquelle on vit faut vraiment faire attention pour ne pas s'approprier des choses de d'autres cultures. Mais personnellement, pour avoir travaillé avec des chamans, surtout au Pérou, eux, ils sont tellement contents qu'on fasse notre pratique. Ils veulent qu'on fasse notre pratique, ils veulent qu'on se libère, ils veulent qu'on guérisse. Donc, il faut trouver la ligne entre s'approprier une culture et utiliser certaines traditions, certaines énergies, certaines pratiques pour transformer, faire notre travail à nous. Donc, moi, c'est vraiment ce parcours-là que j'ai décidé de prendre. Puis c'est celui-là que j'ai envie de vous partager aussi, le parcours de comment on devient notre propre guérisseur et comment on fait pour nous se purifier et pour avoir, nous, une connexion de plus en plus accessible, si on veut, avec les énergies puis le monde invisible, sans nécessairement se dire chaman.
Donc, avant d'aller plus loin dans les pratiques, juste une petite tranche d'histoire. Le chamanisme, si on enlève le mot, fait que le mot vient il y a environ 100 ans, mais si on oublie le mot puis qu'on y va juste dans la tradition, on est capable, ils ont trouvé des traces de la tradition dans la préhistoire. Donc, ce serait une des plus vieilles méthodes ou une des plus vieilles pratiques spirituelles qui existent et qui est là depuis toujours ou presque, du moins d'aussi loin qu'on est capable de le retracer. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est une pratique spirituelle qui n'a pas été dans les écrits avant vraiment longtemps. Donc, ce qui est la différence entre d'autres pratiques spirituelles, exemple comme le yoga ou d'autres ou des religions, c'est que chaque pratique a des textes. Donc, pour le yoga, il existe des textes. Pour les religions, il existe des textes. Pour le chamanisme, il n'existe aucun texte commun. Et c'est pour ça aussi qu'il existe une panoplie de différentes pratiques ou une panoplie de différentes énergies que les gens, selon, s'approprient le chamanisme et le transforment à leur propre sauce parce qu'il n'existe pas le texte de base qui dit « voici ce que c'est, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire ». Il n'y a pas ça. Donc, on est capable quand même de retracer certaines choses très, très loin dans le temps. Mais dans l'histoire, puis ça, c'est une histoire que j'aime tellement, on dit que le chamanisme, en fait, dans son énergie, aurait été créé en même temps que la découverte du feu. C'est pour ça qu'il remonte jusqu'à la préhistoire, parce que on aurait besoin de remonter, en fait, jusqu'à l'époque où l'homme aurait appris à contrôler le feu. Parce que si on veut, avant cette période-là, on suppose, et les anthropologues supposent, que tout le monde dédiait son temps à survivre. Donc, où est-ce que j'ai à avoir un toit, une protection, à avoir de la nourriture, à chasser, vraiment les besoins de base. Et du moment où le feu aurait été créé, si on veut, le premier feu, les flammes, il y aurait eu un nouveau rôle dans la société qui aurait été créé. Puis ce rôle-là, ce serait le rôle du gardien du feu. Donc, si on essaie de se l'imaginer, c'est que du jour au lendemain, il y a du feu. Et là, on veut protéger la flamme parce qu'on ne veut pas perdre le feu. Parce qu'on a le feu, mais on n'a pas encore les outils pour créer du feu facilement, exemple, avec ce que nous, on a autour de nous qui crée du feu. Donc, c'est important que le feu ne meure pas. Donc, il y avait ce rôle-là qui est apparu, qui était le rôle de garder le feu, garder la flamme. Et à partir de ce temps-là, ce qui arrive, c'est un peu comme le début de la spiritualité, dans le sens que c'est la première fois que l'homme prend le temps de s'asseoir et de contempler. Okay? Parce que le gardien du feu, son rôle, c'est littéralement d'être devant le feu et de s'assurer que le feu ne meurt pas. Okay? Donc, lui, toute la journée, ou elle, assise à contempler le feu, avec le temps, sont devenus comme des channels d'information. Ils recevaient des messages selon l'histoire du feu, dans le fond. C'est comme une histoire plus symbolique, si on veut, mais c'est vraiment de là que, selon les textes de maintenant, le chamanisme serait parti. Donc, du moment où cette personne-là se serait assise devant le feu à regarder et à recevoir des informations, puis rapidement, c'est le gardien du feu qui est devenu le sage ou la sage de la communauté parce qu'ils avaient le temps, en fait, de s'asseoir puis de recevoir l'information. Un peu comme quand nous, maintenant, aujourd'hui, on prend le temps de s'asseoir pour méditer. On a comme la différence entre avoir une journée super active versus avoir une journée où est-ce qu'on est capable de prendre le temps pour s'écouter. On ne va pas avoir accès aux mêmes énergies puis aux mêmes messages. Et on est capable de retracer l'importance du feu là, jusqu'à il y a environ 5000 ans avant Jésus-Christ ou avant l'ère d'aujourd'hui. Et il y a eu plusieurs temples qui ont été créés à partir de ça, donc plusieurs traditions qui sont parties des gardiens du feu. Donc, il y a les temples du feu qui ont été créés à partir de là. Les premiers écrits qui existent sur le chamanisme ou qui parlent un peu de cette énergie-là du monde invisible sont dans les Védas. Les Védas, c'est un texte... en fait, c'est les premiers textes aussi ou presque, qui parlent de yoga. Donc, il y a un lien très, très relié entre le yoga et le chamanisme à ce moment-là. Et ces écrits-là auraient été écrits environ 1500-1700 avant l'ère d'aujourd'hui. Donc, ça fait quand même, on parle de quelque chose qui fait quand même plus que 3000 ans qui existe. Et dans ces textes-là serait écrit pour la première fois
l'idée qu'il y a un monde invisible, qu'il y a un monde qui existe. Parce que ce que ça dit, c'est la personne qui pratique doit s'asseoir et traverser les mondes, les autres mondes dans lesquels il va croiser des esprits et éventuellement en traversant tous ces mondes-là, on arrive à l'union complète et que l'union complète serait, selon les textes, juste la lumière pure. Okay. Donc, c'est vraiment l'idée qu'en faisant notre pratique, en se libérant, on allait devoir traverser plusieurs mondes qu'on ne peut pas voir nécessairement, mais qui sont nécessaires de passer au travers, dans lesquels il y a des énergies autant positives que négatives qui peuvent nous influencer ou avoir un impact sur nous, et qu'en traversant ces couches-là ou ces strates-là, on arriverait à la connexion avec l'univers ou avec tout ce qui existe. Donc, dans ces textes-là, c'est pour la première fois, c'était écrit que pour atteindre l'union, il fallait avoir cette pratique-là de oser aller en connexion avec le monde invisible et se permettre dans ce monde-là de transcender, de laisser aller. Il y a même dans les textes la mention que dans ces mondes invisibles-là, il y aurait l'énergie des ancêtres, l'énergie des esprits, l'énergie de la nature, donc de toutes ces énergies-là qui peuvent potentiellement avoir un impact sur nous. Et qu'en faisant ce travail-là, on allait avoir accès à l'éveil des consciences et qu'à ce moment-là, les secrets de l'univers nous seraient révélés, puis que c'est la libération de l'homme. Évidemment, c'est des textes et on y croit ou on n'y croit pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette conception-là du potentiel de l'existence d'un monde invisible qui a été propagé dans plusieurs communautés dans le monde, existe depuis longtemps aussi dans les textes écrits. Par contre, même s'il y a la présence du chamanisme dans plusieurs textes maintenant, comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucun texte qui parle du chamanisme lui-même. Donc, c'est un peu à nous de nous faire une idée en prenant tout ce qui existe dans tous les textes et à chaque tradition ou à chaque lignée de créer sa propre pratique. Et là, c'est là qu'on arrive à comment est-ce qu'on fait pour avoir un chamanisme plus moderne, dans le sens que si on n'est pas intéressé à dédier toute notre vie à faire notre travail, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Et à ce moment-là, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a quelques choses plus précises que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et je pense que la chose qu'il faut qu'on se permette d'observer, c'est que à partir de la base de cette histoire-là, de toutes les histoires de l'origine du mot, de tout ce qui s'est passé dans les communautés pré-industrielles, de tout ce qui se passe encore en fait dans ces communautés-là, qui existent encore à l'heure où on se parle. Il y en a beaucoup dans le monde, il en reste des communautés qui dédient leur vie à être très très loin de la technologie puis à être complètement connectées avec la Terre et avec ces énergies-là. Et si on part de ça, et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, il y a eu un transfert, puis ça porte comme nom maintenant le chamanisme moderne ou le néo-chamanisme, qui est en fait l'adaptation du chamanisme traditionnel vers un chamanisme qui est plus accessible, si on veut, pour nos sociétés à nous. Et au début, il y a eu beaucoup de controverses sur ça parce que, évidemment, tout le côté de l'appropriation culturelle ou du changement et tout ça. Et en fait, en ce moment, il y a un commun accord de plusieurs communautés il faut absolument que le chamanisme se rende au plus de gens possible parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on en a besoin. On a besoin que les gens se reconnectent à plus grand qu'eux. On a besoin que les gens se reconnectent à l'énergie qu'il y a autour d'eux, à la terre, aux messages qui existent aussi dans tout ce qui se passe autour de nous et qui voient aussi les indices de ce qui se passe dans leur corps comme des messages de ce monde invisible-là sur notre personne. Donc, il y a un commun accord de partager la pratique, évidemment jusqu'à un certain point, pour accompagner les gens dans leur transformation et s'assurer que le plus de gens possible puissent faire leur travail, en fait, puis puissent se libérer, puis la liberté en ce moment, c'est tellement un gros sujet parce que on est en confinement, il y a beaucoup de monde qui ne se sentent pas libres. Puis en fait, j'en ai parlé cette semaine dans un autre cours que je donnais. La liberté, c'est pas physique.
dans le monde matériel. C'est pas d'être capable d'ouvrir la porte de sa maison et d'aller chez son voisin. C'est un concept qui est interne. Et on peut trouver la liberté à travers les pratiques chamaniques pour soi-même, puis être bien, en fait, être dans l'acceptation avec tout ce qui se passe parce qu'on connecte avec au-delà du monde matériel. Et quand on est trop prise dans le monde matériel, on se sent pas libre parce que, surtout en ce moment, on n'est pas libre dans ce monde-là. Mais si on connecte avec un monde plus énergétique, plus émotionnel, plus interne, on est libre. On a la capacité d'être libre même quand on est en confinement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment puissant et qui est vraiment beau à se rappeler. Donc, d'oser aller chercher ça et d'oser devenir son propre guérisseur pour soi-même, en fait. Puis après ça, d'inspirer les gens autour de nous à faire la même chose pour eux. Donc, ce que j'ai remarqué, en fait, puis ce qu'on voit beaucoup dans le chamanisme moderne, c'est que quand le christianisme a comme perdu de l'importance dans notre société, là, je vais vraiment parler pour la majorité des gens qui sont en ligne en ce moment, quand le christianisme a perdu son importance, il y a eu une quête de la spiritualité qui a été éveillée pour l'Ouest. Donc, tout le monde, pour nous, en fait, ici. Et cette quête de spiritualité-là, ça s'est vraiment cultivé tranquillement, mais en même temps rapidement, parce que c'est comme si le christianisme a descendu, les gens, ils savaient plus en quoi croire et ça crée un gros vide, le manque de foi. Il y a comme un besoin de comprendre qui suis-je, pourquoi est-ce que je suis ici, c'est quoi ma mission de vie. Et là, il y a eu une quête de spiritualité et il y a eu le début des pilgrimages, donc des voyages spirituels pour une quête de sens. Et à partir de ces voyages-là, c'est là qu'il y a eu le début des gens qui entraient en connexion avec d'autres communautés, avec justement, pour la première fois, des gens de l'Ouest qui allaient à la rencontre de chamans traditionnels et qui recevaient des partages qui étaient acceptés dans la communauté, qui se faisaient transmettre du savoir et qui, là, eux, vivaient quelque chose, un éveil quelconque, et ensuite, eux, revenaient ici et essayaient de transmettre ça autant que possible. Mais à travers le temps, c'est sûr que ça a transformé les pratiques de plein de façons. Et aujourd'hui, en fait, comme on peut le voir dans plein de choses, l'Ouest adapte toujours les traditions à sa façon, donc qui viennent d'ailleurs, comme potentiellement les gens d'ailleurs adaptent nos traditions à leur façon. Donc, on s'est approprié le yoga d'une certaine façon qui n'est pas du tout la même que le yoga qui est dans l'Est, par exemple, ou le yoga qui serait en Asie, très différent de ce que nous, on a fait à la base ici. C'est la même chose avec le chamanisme. Donc, il y a des gens qui ont été vraiment en contact. Après ça, ils arrivent ici, puis là, ils transforment d'une certaine façon. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais, en fait, parce que toute forme de pratique qui peut connecter les gens à leur essence, à mes yeux, en ce moment, sont les bienvenus parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Donc, ce qu'on peut voir dans le chamanisme moderne, ça va être des adaptations un peu de ces traditions-là. Donc, on le voit à travers le tantra, le sound healing, donc les cérémonies du son. On le voit à travers la connexion avec les cristaux. De voir qu'un cristal, une pierre, a une âme, a une énergie. Donc ça fait partie aussi de cette croyance-là en le monde invisible qui aurait, en l'animisme en fait, et ce monde invisible-là qui aurait un impact sur nous. C'est un combo qui est beau, puis qu'en même temps, qu'il faut être prudent dans cette exploration-là, à mes yeux, en fait. Mais c'est une exploration qui est magnifique. Donc, ceci dit, pour moi, on a plein de façons de devenir notre propre guérisseur et je vais essayer de partager le plus de pratiques possible avec vous maintenant. La première, je pense que vous en avez peut-être déjà parlé dans d'autres choses que vous avez vu passer avec Witch, si vous êtes ici depuis longtemps dans la communauté, mais c'est quelque chose que je pense qu'on se rappelle jamais assez souvent et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en chamanisme et c'est le pouvoir des cérémonies. Donc, pour rentrer en cérémonie, tout le monde peut faire des cérémonies pour soi ou pour d'autres. Les chamans, à la base, utilisent les cérémonies pour 3 choses différentes. Donc, il y a 3 sortes de cérémonies chamaniques. La première, c'est pour transformer. Donc, s'il y a quelque chose à transformer, une énergie, une condition, ils vont pouvoir aller en cérémonie. La deuxième, c'est pour guérir. Donc,
aller vraiment travailler en guérison dans une cérémonie, donc d'avoir une cérémonie qui a comme intention de guérir. Ça peut être une maladie, ça peut être autant une maladie physique que mentale, qu'émotionnelle, énergétique, mais vraiment dans cette énergie-là de guérir. Ça peut être même guérir une peine, une blessure, un traumatisme. Okay? Et la troisième sorte de cérémonie chamanique, ce serait une cérémonie qui est pour célébrer. Donc, peu importe le sujet, la première chose à faire, c'est de se dire pourquoi on rentre en cérémonie. Puis on rentre en cérémonie parce qu'on a besoin d'un éveil, on a besoin d'une connexion spirituelle et on a besoin de rester conscient et connecté avec ça. Donc la cérémonie, c'est vraiment comme une pratique de connexion avec le monde invisible et avec les énergies qu'il y a autour de nous et avec aussi nous-mêmes, notre âme à nous, notre essence qui est des fois très proche, puis on a accès, qui est des fois très, très loin de nous. On a l'impression qu'on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas c'est qui, tellement que c'est loin. Donc, c'est vraiment une pratique, la pratique de la cérémonie, c'est vraiment une pratique de reconnexion à soi, aux énergies, à nos guides spirituels. Et moi, je vois ça vraiment comme si j'allais en date. Donc, je ne sais pas s'il y a des Françaises ici, je ne sais pas comment traduire le mot date. Rencor, rendez-vous, avec mes guides spirituels, avec les guides de la nature. Et la cérémonie, potentiellement, si on la fait avec intention, pourrait nous donner accès à la guidance spirituelle et aux enseignements qu'on a besoin en ce moment pour notre propre processus. Tout ce qu'on a besoin pour entrer en cérémonie, c'est une intention claire, un cœur ouvert et être humble. Okay? Donc, c'est super important, puis je vais mettre de l'emphase sur être humble parce que c'est vraiment une rencontre. Puis quand je dis que c'est aller à la rencontre d'une énergie, puis là, je parle de cérémonies, ça peut être autant des cérémonies dans lesquelles il y a des plantes médicinales ou dans lesquelles il n'y en a pas. Ça peut être des cérémonies qu'on fait seul ou avec d'autres gens. Peu importe la cérémonie, si on ouvre les énergies, puis je vais vous parler des énergies après, on doit absolument être humble parce qu'on s'en va à la rencontre d'une énergie ou d'esprit qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu, peut-être qu'on connaît beaucoup, mais il ne faut pas arriver avec des attentes, il ne faut pas arriver avec des demandes, il faut vraiment juste arriver avec « je suis prête à recevoir ce que j'ai besoin de recevoir en ce moment, peu importe ce que c'est ». Et ensuite, l'étape par étape de la cérémonie, ça va être vraiment de prendre le temps de se créer un espace sacré. Donc, un espace sacré, ça peut être absolument à votre image. Idéalement, on va inclure dans l'espace sacré tous les éléments. Je vais vous parler des éléments dans 2 minutes. Et c'est important de prendre le temps de créer cet espace-là. Donc, d'amener tous les éléments dans l'espace, d'amener ce que nous, on a envie aussi, et d'être cérémoniel soi-même. Donc, de prendre le temps de dire « j'arrive le plus pur possible ». Donc, d'être propre, d'être bien dans sa peau, d'avoir des vêtements qui sont ouverts, donc peut-être plus lumineux, plus blancs, ou des vêtements dans lesquels on se sent vraiment bien et prête à aller à la rencontre de ces énergies-là. Et un coup, l'espace sacré déterminé, on crée notre cérémonie. Et là, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a un début, un milieu puis une fin. Et qu'au début, on invite toutes les énergies qu'on a envie d'inviter dans notre espace sacré. Le milieu, c'est vraiment le moment pour recevoir la guidance, donc soit en étant en méditation, soit en étant dans des pratiques qui sont propres à vous. Et la fin, qui est super importante, de refermer toutes les énergies, de fermer l'espace sacré et de nettoyer. Et de laisser comme si c'était rien passé, en fait, à la base. Pour ouvrir une cérémonie en chamanisme, on utilise souvent les éléments. Donc, c'est une façon d'ouvrir et de fermer les cérémonies. C'est presque toujours utilisé, honnêtement. C'est un point commun de toutes les cérémonies chamaniques dans lesquelles je suis allée. C'est vraiment d'inviter toutes les énergies, puis je vais prendre le temps de vous les décortiquer. Et on invite les éléments pour honorer la nature, honorer les énergies qui font partie de nous parce que on dit souvent, peut-être vous avez assisté à l'atelier d'Ayurveda avec Cynthia ou à d'autres ateliers, à l'intérieur de vous existent tous les éléments. Et à l'extérieur de nous, si on enlève toute la technologie, tout le monde moderne, à la base, il n'y avait que les éléments. Et donc, c'est important de reconnecter avec ça. Et
c'est important aussi de se rappeler que les éléments, c'est des alliés spirituels. C'est des alliés spirituels et des guides qui sont là pour nous accompagner dans notre travail de purification, nous accompagner dans notre travail de transformation et qui ont toutes des propriétés, des cadeaux et des pouvoirs pour nous transmettre leur énergie en fonction de ce qu'on a besoin dans le moment présent. Personnellement, quand j'ouvre et ferme mes cérémonies, j'invite tout le monde. J'invite tous les éléments, j'invite toutes les directions parce que même si vous pensez que vous avez besoin juste d'un truc spécifique, peut-être que vous avez besoin de d'autres choses que vous ne vous rendez pas compte. Donc, c'est vraiment juste d'inviter tout le monde et je vais vous les faire un par un. En commençant par le feu, parce que le feu, c'est le premier, comme on disait tantôt, à cause du Firekeeper, donc le gardien du feu. C'est vraiment un élément qui est super important dans le chamanisme. Donc, le feu représente la lumière qui nous permet de voir dans le noir. Qui nous permet aussi de mettre en lumière notre essence, la meilleure version de nous-mêmes. C'est pouvoir, donc les pouvoirs du feu, c'est la transformation, la transcendance, brûler ce qui ne nous sert plus et communiquer avec nos ancêtres. Donc le feu a beaucoup été utilisé en chamanisme comme un pont entre tous les mondes, donc d'être capable de autant brûler, laisser aller ce qui ne sert plus, que rentrer en communication avec nos ancêtres, que manifester pour le futur. Le feu est vraiment utilisé pour toutes ces énergies-là. Pour l'amener dans votre cérémonie, vous pouvez évidemment faire un feu si vous n'habitez pas à Montréal et que vous pouvez faire un feu dehors, donc un feu de camp. C'est vraiment une belle façon. Si vous n'avez pas accès à faire un feu, ça peut être simplement avec une chandelle ou une bougie que vous avez, que vous pouvez allumer. Avoir juste une flamme, c'est l'équivalent. Il n'y a pas de besoin que ce soit gros ou petit. Le feu, à partir du moment où vous avez une flamme, a le même potentiel qu'un énorme feu. Ensuite, on invite donc l'élément du feu. On invite l'élément de la terre. L'élément de la terre qui représente l'élément, évidemment, sur lequel on marche. Donc, son cadeau, son pouvoir, c'est de vraiment nous supporter dans notre parcours, de nous accompagner, de nous tenir, hein, de nous, je ne sais pas comment dire en français, de nous held, de nous prendre dans ses bras. La terre, c'est vraiment ça, son énergie. Elle nous porte, elle nous supporte, elle nous nourrit. Et elle nous enracine. Donc, vraiment d'avoir ce sentiment-là d'être enraciné dans le monde ici, dans le concret, dans le présent, d'être nourri, d'avoir tous les besoins de base comblés. Donc, l'énergie de la Terre qu'on invite, c'est vraiment cette énergie-là qu'on veut combler tous les besoins de base. Et en cérémonie, on peut amener dans notre espace sacré la terre avec des roches, des cristaux, des fleurs, n'importe quel élément de la nature qui fait du sens pour vous. Et idéalement, un élément de la nature qu'on a soit pris par terre ou si vous cueillez, exemple, une fleur ou un élément qui est vivant, vraiment de prendre le temps de demander la permission et de voir c'est quoi la réponse. Est-ce que l'être vous permet d'accueillir ou non, puis si vous recevez un non, de laisser et de trouver autre chose. Ça va être important. Ensuite, on a l'eau. Donc, on invite l'élément de l'eau. L'eau qui représente la purification, le nettoyage, nettoyer aussi ce qui ne sert plus. L'eau qui a comme pouvoir ou comme cadeau de nous inspirer à traverser les épreuves de manière fluide, avec grâce et élégance. Si on imagine une rivière dans laquelle il y a des roches, l'eau va simplement passer, contourner autour des roches. Et c'est vraiment ça l'enseignement de l'eau en chamanisme, c'est comment est-ce qu'on peut contourner les roches avec fluidité. Donc, chaque défi, chaque chose qui arrive dans notre vie, c'est là pour une raison et on a la capacité, en se connectant avec l'énergie de l'eau, de juste fluidement couler autour. Et accepter que les roches font partie de notre rivière. Donc, c'est vraiment ça le cadeau de l'eau. Et aussi, c'est de nous inviter à reconnaître l'abondance qu'il y a dans notre vie. Donc, l'énergie de l'eau, quand on invite aussi cette énergie-là de l'abondance dans tout ce qui existe, dans tout ce qu'il y a autour de nous. Et pour amener l'eau dans vos cérémonies, vous pouvez simplement amener de l'eau, littéralement, dans un bol ou dans un contenant qui vous plaît. Si vous avez accès à les
recueillir de l'eau dans un endroit qui est sacré pour vous, c'est encore mieux. Si vous avez une rivière, un lac, un océan, évidemment, en période de confinement, on peut prendre l'eau du robinet, tout simplement, et lui accorder une valeur sacrée parce que l'eau est extrêmement précieuse, peu importe d'où elle vient, et d'inviter cette eau-là en cérémonie. Ensuite, on a l'élément de l'air, donc qu'on amène dans nos cérémonies qui représente le mouvement, le changement de l'énergie, et qui a des super beaux cadeaux. L'élément de l'air qui, en chamanisme, représente la clarté, le nettoyage, donc la purification complète et la guérison. Donc, un bel élément à inviter. Et en cérémonie, on peut l'amener dans nos cérémonies avec, si on a une plume, du palo santo, de la sauge, de l'encens. Mais comme tous ces éléments-là ont une certaine controverse, donc ça dépend de ce que vous avez envie d'utiliser, de ce que vous avez reçu la permission d'utiliser aussi. Moi, je tiens à mentionner que j'utilise du palo santo parce que je vais au Pérou souvent, puis qu'il y en a par terre beaucoup, mais on n'encourage pas nécessairement l'achat comme c'est une plante, un arbre qui est en voie d'extinction. Donc, de trouver quelque chose qui est durable et qui peut représenter l'élément de l'air que vous avez. Et quelque chose qu'on a tous à portée de la main, c'est notre respiration. Donc, vous pouvez inviter l'élément de l'air simplement en prenant le temps en cérémonie de vous connecter avec votre souffle, avec votre respiration et de voir que ce souffle-là, qui est prana, qui est votre énergie vitale, apporte avec lui l'énergie du vent. Puis, c'est tout simple, mais ça fait une grande différence. Ensuite, on invite les directions. Donc, les directions, c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup partie du chamanisme dans plein de lignées ou dans plein de traditions différentes. Peut-être que vous en avez entendu parler, que ça s'appelle la roue de médecine. Donc, ça varie beaucoup selon les traditions. Et la roue de médecine peut être vue ou utilisée de plusieurs angles différents. Donc, ici, au Québec, les cultures amérindiennes n'utilisent pas les mêmes directions, les mêmes animaux que dans les Andes. Donc, personnellement, moi, j'ai été formée avec la tradition qui vient du Pérou, donc des peuples des Andes du Pérou, de la vallée sacrée. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous, mais ça serait adaptable à autre chose s'il y a autre chose qui vous parle davantage. Donc, la première direction, c'est le sud. Le sud qui est représenté par l'énergie du serpent. Donc, l'énergie du serpent qui nous montre le chemin de la guérison, qui nous apprend à laisser aller. Si on imagine un serpent qui glisse sur la terre, ça nous apprend à être en grande connexion avec la terre. Et ça nous apprend aussi à transmuter, donc à laisser partir des couches de peau, donc le serpent qui va muer, qui va perdre sa peau. C'est ce qu'on recherche aussi, nous, quand on est en cérémonie ou quand on fait notre travail chamanique, c'est de laisser partir le plus de couches possible, laisser partir tout ce qui ne sert plus, tout ce qu'on traîne sur nous qui fait plus de sens et qui nous éloigne, en fait, de notre essence. C'est comme si on se rappelle du but du chamanisme, plus on est loin de notre essence, plus on est dans notre ego, dans nos blessures, dans nos étiquettes, moins on est proche d'être capable de connecter sincèrement avec le monde invisible ou avec les énergies qui nous entourent. Donc, c'est vraiment de laisser partir le plus qu'on peut. Ensuite, il y a l'énergie de l'Ouest. L'énergie de l'Ouest qui est représentée par le jaguar ou le puma, qui est vraiment une énergie magnifique, qui est l'énergie de la mère ou la sœur, qui est l'énergie qui protège notre espace sacré. Donc, c'est vraiment le gardien de la cérémonie. C'est cette énergie-là qui reconnaît les cycles de la vie, donc de naître, de vivre, de mourir, de renaître. C'est une énergie qui n'a pas d'ennemis. Donc, c'est vraiment de se rappeler ça aussi que quand on a des ennemis, de la compétition, un sentiment d'être inférieur ou supérieur à quelqu'un d'autre, c'est vraiment toutes des blessures de notre ego, mais que si on revient à la base, et c'est ça qu'on veut faire quand on invite le jaguar dans notre vie, c'est de revenir au fait qu'il n'y a pas d'ennemis parce qu'on fait partie d'un tout et qu'on est en union avec tout ce qui existe.
Et finalement, le jaguar qui nous inspire l'énergie du guerrier de la lumière ou de la guerrière de la lumière. Donc, cette énergie-là qui nous enseigne l'intégrité, l'impeccabilité. Donc, d'être vraiment authentique, d'être vrai, mais aussi de vivre au-delà de la peur et de vivre au-delà de la mort. C'est vraiment ça son enseignement au jaguar. Ensuite, je me dépêche parce que le temps passe vite quand on est en ligne. J'espère que vous allez toutes bien encore, que vous êtes capables de suivre, mais ça me fait vraiment plaisir de partager mes notes avec vous si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse puis que le débit de ce que je partage est trop rapide pour prendre des notes. L'énergie du Nord, c'est représenté en chamanisme par l'énergie du colibri. Et ça, c'est fascinant pour moi. L'énergie du colibri transporte, en fait, avec elle l'énergie des ancêtres. Donc, c'est vraiment, en invitant le Nord en cérémonie, on ouvre l'espace à faire un voyage vers notre âme, faire un voyage vers notre essence. Donc, le colibri, c'est vraiment cette énergie-là qui nous apprend à être en paix dans le mouvement, qui nous apprend à être calme, même s'il y a le chaos autour de nous. Et si vous imaginez un colibri, ça bouge tellement vite, mais si vous le regardez vraiment, son corps ne bouge pas. C'est vraiment juste les ailes qui bougent, puis lui, il est still, il est droit. Donc, ce qui nous apprend, c'est vraiment ça, c'est d'être capable d'être calme dans le mouvement qui est effréné, qui est chaotique, qui est hyper rapide. Et aussi le colibri qui se nourrit des plus beaux nectars qui existent, des plus belles essences qui existent dans le monde, nous apprend aussi à apprécier toute la beauté, l'harmonie dans tout ce qui existe. Sinon, c'est aussi une énergie qui nous invite à avoir confiance en nos ailes, à avoir confiance en ce qui nous transporte et qui nous permet d'être présente dans le voyage de notre vie, en fait. Finalement, il y a la direction de l'Est. La direction de l'Est qui est représentée par l'aigle ou le condor, qui incarne une vision claire, qui incarne les nouvelles perspectives, les nouvelles façons de voir les choses. Si vous imaginez un aigle, ça plane au-dessus de tout, pas de manière condescendant ou dans le jugement, mais plutôt de manière juste tellement sage, posée. Cette énergie-là qui est capable de prendre du recul, d'avoir un regard différent sur ce qui se passe, autant à l'intérieur de soi que dans le monde autour de nous. Donc, c'est l'élément qui nous apprend à être loin du drame du quotidien, à être capable de créer une distance et voir tout ce qui se passe autour de nous comme faisant partie du processus et avoir confiance en ça. Donc, c'est vraiment la direction de l'Est, celle qui nous apprend à aller au-delà du corps, au-delà du mental et de connecter vraiment avec notre âme. Voilà. Ensuite, il y a 2 autres directions qui sont super importantes en chamanisme. Donc, on va vraiment faire les 4 directions. Là, je pointe n'importe où, j'ai aucune idée, je suis en ce moment. Et ensuite, on va faire le sol, donc Pachamama, la mère-terre, et partiel. Donc, si on revient vers mère-terre, qui est aussi souvent appelée Pachamama ou Alpamama, c'est l'énergie qu'on veut appeler pour nous supporter, nous rappeler d'où on vient, nous rappeler le pouvoir de création, nous rappeler qu'on fait partie d'un tout, et aussi nous rappeler qu'on vient de là et qu'on va retourner là éventuellement. C'est ce qui nous enseigne aussi l'interconnexion, donc qui nous permet de guérir nos relations, de guérir nous-mêmes en fait, mais aussi de guérir nos relations avec les autres, en se rappelant qu'on est interconnectés. Donc, pour se guérir soi-même, il faut guérir, il faut trouver l'harmonie dans chacune des relations qui existent dans notre vie. Ensuite, on invite partiel, donc le ciel, qui est aussi souvent appelé en anglais Grandfather Sky ou Grandmother Moon, selon ce que vous avez envie d'appeler, Grandfather Sun, pardon, donc le soleil, la lune, en fonction de l'énergie qui vous parle. Et c'est vraiment, ce qu'on appelle, c'est vraiment la connexion avec les étoiles et la lumière des étoiles pour se rappeler, donc quand on regarde le ciel, quand on regarde les étoiles, se rappeler qu'il existe un infini de possibilités, qu'on fait partie de quelque chose qui est tellement plus grand que nous, mais aussi pour se rappeler la lumière qui existe à l'intérieur de nous et pour demander un support, pour nous rappeler
tous les secrets, toute la magie qui existe dans l'univers, puis ensuite nous permettre, nous, de rester dans notre lumière et de partager cette lumière-là avec les autres, de rayonner pour inspirer la guérison, en fait, autour de nous. Donc ça, c'était les éléments et les directions. Avant de vous faire d'ouvrir pour la période de questions, je vais juste nommer quelques autres pratiques assez simples que vous pouvez faire. Il y en a beaucoup, je vais les nommer comme une liste parce que le temps passe et si jamais vous avez des questions, on pourra en parler un petit peu plus dans la période de questions, mais vous pourrez au moins avoir la liste et faire vos recherches ensuite par vous-même puis voir qu'est-ce qui est accessible pour vous. Donc, dans le chamanisme, évidemment, vous en avez sûrement entendu parler, il y a le travail avec les plantes médicinales. Et quand je parle du travail avec les plantes médicinales, je ne parle pas nécessairement du travail avec les plantes maîtres. Donc, il y a les plantes maîtres et il y a les autres plantes. Donc, vous pouvez travailler avec les plantes médicinales. Ça ne veut pas nécessairement dire de travailler avec l'ayahuasca ou le washuma ou le tabac, mais ça peut aussi vouloir dire travailler avec de la lavande, de la rose, de la camomille, de la citronnelle. Il existe un infini de plantes médicinales qui ont des propriétés extrêmement bénéfiques. Donc, de vraiment vous permettre d'entrer en relation avec la plante. Et ce que moi, j'aime beaucoup faire dans ma pratique, c'est de choisir une plante à la fois et d'intégrer cette plante-là. Donc, exemple, cette semaine, je vais travailler avec la lavande et comprendre les enseignements de la lavande et les propriétés de la lavande. Donc, je vais en mettre partout. Je vais utiliser l'huile essentielle de lavande, je vais en mettre sur mon oreiller, je vais en boire, je vais en manger potentiellement. Tout ce qui est possible de faire avec la plante, de le travailler avec cette plante-là à toutes les sauces, puis de voir qu'est-ce que ça vous apporte, si ça vous fait du bien, qu'est-ce que ça vous apprend, puis vraiment de développer la relation avec la plante. Ça fait partie des pratiques que vous pouvez adapter. Sinon, le chamanisme en général, c'est une tradition dans laquelle on est inconfortable. C'est le bout où les gens souvent sont comme « Mais pourquoi vous faites ça? » Puis c'est vrai que c'est bizarre, des fois, aux yeux de l'extérieur. Il y a beaucoup de pratiques chamaniques qui ont l'air d'être souffrantes, en fait. Et ce que ça crée, c'est qu'en fait, le but, c'est de se purifier, c'est de laisser aller, c'est de se cleanser, puis c'est aussi de quitter l'ego, de quitter le monde matériel pour vraiment aller trouver une connexion avec l'état le plus pur de soi. Donc, je vais dire ça devant tout le monde, mais en tout cas, c'est la réalité. Les chamans avec lesquels moi j'ai travaillé sont vraiment, vraiment contents et fiers quand on vomit, quand on pleure, quand n'importe quel système qui fait en sorte que quelque chose sort de nous, ils sont contents. Parce que pour eux, quand on pleure, c'est une libération, c'est une énergie qui sort du corps. C'est la même chose avec tous les systèmes de purification. Donc, il y a beaucoup de cleanse chamaniques qui incluent de pleurer beaucoup, qui peuvent inclure potentiellement des purges intentionnels, donc des techniques de nettoyage intentionnel dans lesquelles on va soit entrer dans un jeûne, exemple. Un jeûne qui peut être avec la nourriture, mais qui pourrait être aussi une pratique dans laquelle on va être en silence pendant plusieurs jours. Il y a aussi une pratique chamanique qui inclut d'être en silence dans le noir. Ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Quelque chose que j'aime beaucoup, que vous pouvez faire en ce moment en période de confinement, c'est les bains de plantes. Et contrairement à d'autres traditions, comme l'Ayurveda, par exemple, on ne veut pas baigner dans les plantes. Donc, c'est pas de prendre un bain avec des plantes dedans, mais c'est vraiment de se nettoyer, donc de se cleanser avec les plantes. Donc, on va se faire comme un mélange de plantes pour ensuite verser le mélange vraiment au-dessus de la tête avec une intention avec ce mélange d'eau et de plantes, je laisse partir telle chose et je me nettoie. Il y a une croyance en chamanisme qui dit que en se nettoyant avec les plantes, on rentre sur la même fréquence que la nature, donc aussi d'utiliser le moins de produits chimiques possible, mais vraiment pour être le plus pur possible, puis aussi pour vibrer sur la même fréquence que le monde naturel, que les plantes. Ce serait une des pratiques les plus importantes. Donc, plus vous utilisez de produits chimiques, plus vous avez de couches qui vous éloignent de la fréquence des plantes, de la fréquence de la nature. Donc, on veut vraiment se nettoyer, prendre soin de nous, avoir un environnement qui est sans produits chimiques. Et de toute façon, à la base, on veut ça pour notre santé, mais spécifiquement pour entrer en connexion. Fait que les bains de plantes peuvent être utilisés pour se nettoyer,
personnellement, pour comme créer un gros cleanse, ça peut être utilisé pour changer l'énergie. Donc, si vous manquez d'énergie ou vous avez trop d'énergie, vous pouvez travailler avec les mains de plantes. Exemple, si vous avez trop de feu dans votre vie, vous êtes trop dans l'action, vous pourriez prendre un bain de plantes froid et vraiment venir saisir le feu et le balancer. On peut l'utiliser pour attirer les esprits, attirer l'énergie des plantes, l'énergie de la nature vers nous. Et dans votre bain de plantes, vous pouvez mettre autant des herbes. Dans le fond, les herbes vont venir nettoyer et purifier. Vous pouvez utiliser du ruda. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais vous pouvez regarder, c'est le nom espagnol. Ruda. Vous pouvez utiliser du romarin, de la citronnelle, n'importe quelle herbe fraîche ou séchée en ce moment en période de confinement. Si vous n'avez pas accès à des herbes fraîches, c'est correct aussi. D'utiliser des herbes séchées, ça fonctionne. Pour vraiment venir cleanser l'énergie, venir nettoyer l'énergie. Ensuite, dans le bain de plantes, vous pouvez aussi mettre des fleurs. Donc, pour vraiment aller créer l'intention de connecter avec votre essence. Donc, c'est aussi les fleurs, on l'utilise beaucoup pour manifester cette connexion-là, manifester notre connexion avec la fleur à l'intérieur de nous, notre ouverture, notre capacité à rayonner. Vous pouvez utiliser du lait végétal. Le lait est beaucoup utilisé en chamanisme comme un symbole de renaissance, donc de rebirth. Si vous avez besoin de prendre un bain de plantes qui est vraiment significatif, que vous laissez mourir quelque chose de gros pour vous, que vous voulez renaître après, vous pouvez rajouter la texture laiteuse. Et c'est comme je disais tantôt, si le bain est froid, bien, ça va aller enlever tout l'excès de feu, l'excès de chaleur. J'ai tellement de choses à vous partager, mais j'ai presque fini. D'autres choses que vous pouvez faire facilement à la maison, c'est des huttes. En fait, on ne peut pas faire ça à la maison facilement, mais on veut, en chamanisme, comme je vous disais tantôt, laisser partir. Donc, pleurer, vomir, suer. Et donc, si vous pouvez, vous avez accès à soit prendre un bain ou prendre une douche plus chaude, puis vraiment aller créer un excès de chaleur qui va faire en sorte que vous allez laisser partir et détoxifier le corps. Ça peut être une pratique qui est assez simple à faire à la maison. Et aussi de travailler avec du smudging. Donc, peut-être que vous avez accès à ça aussi en ce moment. Donc, soit avec de la sauge, du palo santo, de vraiment travailler avec la fumée pour purifier et nettoyer votre corps énergétique et votre corps émotionnel. Et tellement d'autres choses, mais on va s'arrêter là pour l'instant parce que j'ai vraiment envie de vous laisser une période de questions. Fait que ce qu'il y a à se rappeler pour les pratiques, en fait, c'est n'importe quelle pratique qui va nettoyer votre corps, qui va vous permettre de laisser partir votre ego, de vous transformer et des pratiques qui vous font sentir comme si vous êtes en connexion avec la nature et avec les esprits qui sont autour de vous et d'oser inviter qui vous voulez et voir c'est quoi les messages qui vont venir de ça. Josiane a m'écrit « Tu vas manquer de temps », c'est vrai. Il est déjà 1h10, donc je vais ouvrir maintenant à la période de questions. Je vais l'ouvrir dans le questions et réponses, donc vous êtes déjà plusieurs à avoir écrit. Et ce qu'on va faire pour respecter votre temps, en fait, ce que je vais proposer, c'est que le voyage chamanique soit complètement facultatif. Donc, je vais prendre le temps de répondre à vos questions et si vous avez envie de rester ici avec moi ensuite, je vais quand même honorer le voyage et faire travailler Josiane et Chantal quelques minutes de plus. Donc, si je pars au début, là, c'est pas facile à gérer ce truc. Bon. Pour les personnes qui vivent dans les pays où c'est pas facile d'avoir des formations chamaniques, est-ce possible d'en trouver en ligne? Comme je disais au début, donc vous pouvez trouver des formations en ligne. Par contre, c'est sûr que assurez-vous que ce ne soit pas des formations pour devenir chaman, mais que ce soit plutôt des formations pour avoir de l'information. Donc, un peu comme ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, mais d'avoir quelque chose d'un peu plus poussé. Personnellement, j'en connais pas beaucoup, mais ça serait assez facile de faire une recherche puis voir qu'est-ce qui résonne avec votre intuition. On demande aussi comment, ou à chaque fois que vous écrivez, ça bouge, comment et où recevoir ces enseignements traditionnels. En fait, j'ai déjà un de mes professeurs qui m'a dit de ne jamais chercher
Hein, ne jamais chercher ses professeurs, ne jamais chercher son chaman, mais plutôt de partir en quête et de laisser les gens venir vers vous. Il y a cette croyance-là de vous allez avoir vers vous, vous allez attirer ce que vous avez besoin pour votre parcours. Donc, souvent, quand on cherche, on ne trouve pas nécessairement les bonnes personnes, mais de plus le demander. Donc, peut-être faire une cérémonie et dire « Je suis prêt, je suis prête à recevoir les enseignements. Envoyez-moi l'enseignant en question. » Puis c'est peut-être que vous allez avoir un humain, mais ça peut être aussi des énergies qui vont vous enseigner. Ça peut être des plantes, ça peut être autre chose. Donc, moi, j'oserais vraiment commencer par nommer fort à voix haute que vous êtes prêt et ensuite demander de recevoir les gens ou les enseignements que vous êtes prêt à recevoir. Anaïs demande si on se sent attiré par le chamanisme, mais qu'on ne peut pas s'autoproclamer chaman, comment faire? Est-ce OK d'aller soi-même vers des personnes qui nous mettent sur ce chemin où on est supposé d'attendre que les choses nous y amènent? Bon, c'est la même chose que je viens d'écrire. En fait, de déjà s'éloigner du désir de devenir chaman, je pense que c'est la première chose à faire, de plutôt se connecter sur le désir je pourrais dire, de devenir plutôt guérisseur pour soi-même et à ce moment-là, de trouver les outils de guérison que toi, tu as besoin. Je pense que ce serait la première étape. Pour les livres, ce que je vais faire, parce que je ne vais pas prendre du temps en direct pour ça, je vais les envoyer. Je ne sais pas si on peut faire un recap de notre rencontre, mais je vais essayer de les transférer à Josiane pour qu'elle puisse les partager avec vous, peut-être dans un courriel récapitulatif, vous faire un petit round-up de toutes les informations qui peuvent être intéressantes, comme on n'a pas beaucoup de temps pour les questions. Ensuite, est-ce qu'il faut, admin demande, est-ce qu'il faut que la personne le décide dans la génération ou cela peut se faire inconsciemment? Selon les traditions, c'est vraiment différent. La tradition avec laquelle moi je travaille, c'est vraiment un choix familial. Donc, ils vont vraiment dire, exemple, j'ai un enfant, un jour on arrive au point où on a la conversation, l'enfant doit choisir, et même chose pour ses enfants. Donc, c'est un choix qui est conscient et inconscient dans le sens qu'ils sont quand même élevés dans cette énergie-là. Donc, pour décider de ne pas poursuivre le travail, ce serait de décider aussi de quitter la communauté. C'est quand même un gros choix, mais je pense que ça dépend vraiment des traditions. Marie-Astrid demande, on m'a mis en garde lors de voyages chamaniques car des entités extérieures pourraient rentrer en moi. Qu'en penses-tu? Les voyages chamaniques, personnellement, s'ils sont faits par quelqu'un qui a eu la permission de les transmettre, l'énergie est probablement la plupart du temps protégée. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on ouvre les énergies, à chaque fois qu'on décide d'aller en connexion avec le monde invisible, on ouvre la porte aussi à des entités ou à aussi d'autres énergies de rentrer dans notre énergie. Donc, l'idéal, c'est de s'assurer que peu importe les voyages qu'on fait, autant voyages chamaniques que les cérémonies, etc., c'est vraiment important de bien fermer et c'est important ensuite d'aller se nettoyer. Donc, peut-être bain de plantes, peut-être smudging et demander consciemment aussi avant vos voyages d'être protégés et de vraiment ne pas laisser les entités rentrer. Mais c'est sûr que la ligne est fine, c'est un monde qui est très, je veux dire, comme je disais au début, le monde invisible, comme le monde visible, hein, il y a des énergies positives, il y a des énergies négatives, puis on n'est jamais à l'abri de ou l'autre, mais j'ai extrêmement confiance qu'on reçoit toujours ce qu'on a besoin de recevoir pour notre parcours. J'ai reçu un message de Josiane qui dit qu'on a la salle jusqu'à 1h45. Donc, je vais prendre encore 6 minutes de questions. Puis ensuite, je vais passer au voyage chamanique pour ceux qui sont intéressés. Et si jamais vous avez d'autres questions après, je vais être disponible sur mon compte Instagram personnel pour continuer la conversation avec vous. Donc, vous pouvez me suivre sur Geneviève Loca. Je vais le mettre dans la conversation maintenant. À Geneviève Loca, tout collé. Donc, si jamais, parce qu'il y a beaucoup de questions, je pourrais prendre le temps après, mais je veux vraiment vous permettre de vivre le voyage. Quelqu'un demande mon parcours. C'est vraiment long à expliquer. Mais Pauline, pour répondre rapidement,
Beaucoup de mon parcours, spécifiquement pour le côté plus chamanique, c'est fait au Pérou. Donc, je travaillais beaucoup au Guatemala avec la culture maya, puis au Pérou, dans les montagnes avec les peuples des Andes. Et j'ai travaillé surtout avec mon école de yoga qui s'appelle Kula Collective, qui ont créé le pont pour moi avec certains chamans, avec certaines traditions. Puis ensuite, j'ai fait un bout de mon parcours par moi-même. Mais si jamais tu veux en parler davantage, parce que c'est quand même long à expliquer, n'hésite pas à m'écrire. Laura demande comment trouver un ou une vraie chamane. Malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse à ça parce que, comme je vous disais, vu que le mot est tellement d'un côté à l'autre, moi, je me sens pas légitime de dire ça, c'est un vrai chaman, ça, c'est pas un vrai chaman. Personnellement, je vous dirais de vraiment suivre votre intuition et de voir avec quelle tradition vous avez envie de travailler. Donc, est-ce que c'est plutôt la tradition que je vous parlais au Pérou de ça prend 3 générations, ou est-ce que c'est plutôt la tradition, j'ai fait 3 jours un cours en ligne, ça vous appartient, puis à ce moment-là, c'est ça. Mais c'est pas facile, je veux dire, on va pas, mettons, au coin de la rue, puis on se trouve un chaman. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur, donc dans d'autres pays. Au Canada et en France, il y en a pas beaucoup, du moins de ce que moi je connais. Fait que ça serait vraiment de faire des recherches puis de rester ouverte et d'oser demander de recevoir de la guidance par rapport à ça. Chanel demande, est-ce que la 5e dimension aurait un lien avec l'accès au chamanisme? Moi, je pense que oui, dans le sens que la 5e dimension, c'est déjà la dimension qui est connectée, en fait, avec le monde invisible. Donc, il y a un pont avec le chamanisme, assurément. Je pense pas que ça a un lien avec l'accès au chamanisme, mais que c'est vraiment juste comme un pont entre le monde matériel, donc le monde 3D qu'on connaît, et le monde énergétique, le monde invisible qu'on ne voit pas. Quelqu'un demande, Catherine demande, est-ce qu'on pourrait utiliser des coquillages pour éviter l'élément de la terre en cérémonie? Oui et non, dans le sens que les coquillages sont souvent utilisés pour inviter l'élément de l'eau en cérémonie. Donc, tout ce que vous trouvez dans les fonds marins, ça va être plus utilisé pour inviter l'eau, et tout ce qui est vraiment dans la terre va être utilisé pour la terre. Fait que c'est de faire cette distinction-là. Mais après, comme tout est intention en cérémonie, vous pouvez vraiment prendre le temps d'y aller comme vous le sentez, mais personnellement, j'utiliserais le coquillage plutôt pour l'énergie de l'eau. Comment intégrer des pratiques à la maison? Exemple de rituels, crevettes, demande. Donc, toutes les pratiques que je vous ai parlé pendant notre atelier, vous pouvez le regarder aussi après, il a été enregistré. C'est toutes des pratiques que vous pouvez faire à la maison, à votre façon. Donc, les cérémonies, les bains de plantes, travailler avec des plantes médicinales. Vous pouvez aussi travailler avec des bains froids, vous pouvez travailler avec le silence, avec les jeûnes. Vous pouvez faire des techniques de cleanse, donc il y en a plusieurs qui sont accessibles à faire à la maison. Vous pouvez faire du journaling, vous pouvez faire de la méditation en regardant une chandelle pour vous permettre de pleurer, etc. Il y a infini de possibilités. Quelqu'un demande comment est-ce qu'on ferme le cercle. En fait, dans les cérémonies, c'est important à la fin pour fermer, c'est vraiment, on le fait littéralement à voix haute, on remercie chacune des énergies qu'on a invitées et ensuite on dit « je ferme l'énergie ». Je ferme le cercle, je ferme l'espace sacré à voix haute. Donc, c'est vraiment, si on a invité tous les éléments, toutes les directions, on va remercier les éléments, on va remercier les directions, on va remercier nos guides spirituels. Et on peut même dire la phrase « je vous remercie, je sais que je peux vous rappeler n'importe quand que j'en ai besoin et pour l'instant, je vous libère. » Et ensuite, quand on a terminé de vraiment, dans notre tête, dans notre énergie, fermer le cercle, de nommer à voix haute « je ferme le cercle, je ferme l'espace sacré ». Et ensuite, pour vous-même, pour vous cleanser, vous pouvez utiliser de la fumée ou si vous en avez de l'agua florida, qui est comme de l'alcool, qui se trouve au Pérou. Vous pouvez en trouver aussi en ligne ou à Montréal. Il y en a, je ne sais pas en France s'il y en a, mais il y a n'importe quelle technique, en fait, pour shifter votre énergie et vraiment venir la fermer. OK, je vais prendre une dernière question.
Oui, OK. Donc, Céline demande qu'est-ce que je veux dire par inviter les éléments. C'est vraiment exactement inviter les éléments. Donc, à voix haute, j'invite l'énergie de la terre, de l'eau, du feu, de l'air à se joindre à moi en cérémonie. Vous pouvez y aller tout simple comme ça. Comme vous pourriez aller une énergie à la fois et nommer tous ces cadeaux et ces pouvoirs. Donc, j'invite l'énergie de la terre, son énergie de support, son énergie nourricière, son énergie d'enracinement à venir me rejoindre en cérémonie. J'invite l'énergie du feu, j'invite donc de vraiment le nommer à voix haute. Voilà. Je vais arrêter la période de questions. Comme je disais, si jamais vous en avez d'autres, si jamais vous avez envie d'en parler davantage dans la conversation, j'ai mis mon compte Instagram, donc c'est mon nom tout collé. Vous pouvez m'écrire. Et pour permettre autant à Josiane et à Chantal de vivre leur samedi, je vais vous offrir maintenant un court voyage chamanique de quelques minutes pour qu'on respecte le temps de la conférence. Donc, si vous devez quitter, vous pouvez quitter maintenant. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été ici. Et si vous avez envie de vivre le voyage avec moi, évidemment, comme on est à distance, ça va être plutôt comme une méditation guidée. On va aller à la rencontre de notre animal totem comme guide spirituel et on va faire un court voyage. Donc, ça va être vraiment comme une introduction au voyage chamanique. Si vous êtes dans cette énergie-là, vous pouvez prendre le temps de vous étendre si vous avez l'espace. Donc, de vraiment vous coucher au sol, peut-être de déposer un coussin en dessous de la tête, de vous mettre confortable. Je vais vous laisser 1 ou 2 minutes pour vous installer. Et prenez le temps de respirer, de fermer vos yeux, de vraiment arriver dans l'espace, arriver ici. Prendre quelques respirations profondes et de trouver un environnement qui vous convient. Donc ici au sol, si vous n'avez pas d'espace pour vous coucher au sol, vous pouvez aussi rester assis en méditation, mais d'être vraiment confortable, de vous sentir supporté par l'environnement autour de vous. Et de fermer les yeux. Vous allez être bercé par le son de mon maracas péruvien. Donc, ça va être vraiment à partir d'ici de vous laisser guider par ma voix et par le son de l'instrument. On ferme les yeux, on prend une grande respiration profonde par le nez. Expire par la bouche. Et une autre fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et une dernière fois, inspire par le nez. Expire par la bouche et on se concentre sur le son de l'instrument à partir d'ici. Pendant que vous écoutez le rythme de l'instrument, vous sentez votre corps se relaxer, se détendre et se déposer contre la terre, ici, complètement confortable et détendu. Avec les yeux fermés, vous commencez à visualiser une nature luxuriante, une nature magnifique. Vous vous transportez dans cet endroit naturel, un endroit qui vous semble magique, une nature verte, une nature abondante. Vous prenez un instant pour sentir ici toute la sagesse de la terre qui vous accompagne, qui est présente. Vous prenez le temps de regarder autour de vous, de voir qu'est-ce que vous voyez ici dans cette nature. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Quelles sont les images, les sons, les odeurs? Vous prenez le temps de connecter avec l'essence de la terre,
avec les arbres et avec tout ce qui vous entoure. Vous regardez autour de vous, vous avez l'impression que la nature vous parle, vous appelle. Vous prenez le temps de connecter avec l'énergie du ciel en levant les yeux vers celui-ci. Vous observez sa couleur. Vous observez les nuages ou le ciel bleu. Peut-être les étoiles si c'est la nuit pour vous en ce moment. Et vous ramenez tranquillement le regard vers la terre et devant vous se dessine un chemin de pierre que vous décidez de prendre. Vous marchez un pas à la fois sur chaque pierre. Vous gambadez presque d'une pierre à l'autre et le chemin de pierre vous appelle et vous amène tranquillement vers l'eau. Vous arrivez devant une grande étendue d'eau, de l'eau très 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 claire. Vous prenez le temps de regarder l'eau, de voir sa couleur, son énergie, sa texture. Vous prenez le temps de pencher votre corps vers l'eau et de regarder votre reflet, comme si l'eau était un miroir pour vous en ce moment. Prenez le temps de vous regarder dans les yeux. Comment est-ce que vous vous voyez en ce moment? Qu'est-ce que votre reflet vous dit sur votre personne? Qui êtes-vous dans le moment présent? Pouvez-vous, en regardant ce reflet de vous dans l'eau, connecter au-delà de votre corps physique, voir votre âme, voir votre essence? Vous prenez encore un instant ici, complètement connecté avec l'énergie de l'eau. Et vous demandez la permission à l'eau d'entrer. Vous sentez que l'eau vous appelle comme un portail. L'énergie de l'eau vous accepte parce que vous vibrez sur la même fréquence et vous décidez de sauter à pieds joints dans l'eau. Vous entrez dans l'eau de tout votre corps. Ici, vous trouvez un calme absolu. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour respirer ici, pour vous déplacer dans l'eau avec grâce et élégance. Vous déplacez sous l'eau, vous nagez. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en union avec cette énergie, l'énergie de l'eau qui fait partie de vous. Vous dansez dans l'eau, vous sentez que vous en faites partie. Vous regardez autour de vous partout et soudainement, vous voyez des créatures aquatiques apparaître autour de vous. Peut-être des dauphins, des poissons, des lions de mer. Peut-être des étoiles de mer, toutes sortes de créatures aquatiques apparaissent. Vous avez confiance et vous demandez à 2 de ces créatures de vous guider pour le reste de votre voyage. 2 de ces créatures vous prennent par la main, vous font descendre. Vous avez confiance et vous vous sentez prête. Vous descendez tranquillement vers les fonds marins. Les créatures vous y emportent. Vous vous sentez bien, vous vous laissez porter. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous arrivez au fond de l'eau et un trou vous attend ici, un immense trou noir. Vous avez confiance et vous décidez d'entrer dans ce trou et vous vous retrouvez soudainement dans un immense tunnel dans lequel vous descendez, vous descendez, vous descendez à nouveau. L'énergie de l'eau se refroidit, mais vous sentez encore bien. Vous sentez un changement de fréquence, un changement d'énergie ici. Vous sentez que vous arrivez dans un nouveau monde, un monde nouveau, un monde plus bas, le monde inférieur. Vous arrivez soudainement au bout du tunnel. Une immense porte se trouve ici. Vous demandez la permission à la porte de s'ouvrir et la porte s'ouvre pour vous. Vous arrivez de l'autre côté. Vous sentez qu'ici, c'est le point de transition entre les mondes et vous êtes la bienvenue dans ce nouveau monde. Vous entrez dans le monde derrière la porte. Vous prenez le temps d'observer le changement de lieu, le changement de paysage. Votre énergie s'accorde à celle d'ici, une énergie qui est beaucoup plus dense, une énergie qui est profonde, qui est sombre. Prenez le temps de vous demander comment vous allez ici. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce que vous entendez? Et ici, dans un état de pure confiance, vous demandez de rencontrer votre animal totem, votre guide. Vous osez demander cette rencontre quelquefois dans votre tête, en sachant qu'il peut apparaître sous n'importe quelle forme.
Et soudainement, vous voyez votre animal totem apparaître devant vous. Prenez le temps d'aller à la rencontre de cette présence divine. Vous prenez le temps d'observer, de voir si vous le reconnaissez. Vous sentez une connexion esprit à esprit. Vous regardez dans les yeux. Prenez le temps de sentir son énergie et vous osez lui demander « Qu'est-ce que tu as à me dire et à m'enseigner en ce moment? » Qu'est-ce que tu as à me dire et à m'enseigner en ce moment? Qu'est-ce que tu as à me dire et à m'enseigner en ce moment? Vous êtes ouverte à toutes les réponses, sous toutes les formes, et vous prenez le temps d'écouter, d'absorber la guidance qui vous est transmise maintenant. Si vous avez besoin de plus de clarté, vous osez demander plus de clarté à votre animal totem. Sans avoir aucune attente pour les réponses, vous êtes dans la confiance absolue. Vous déposez dans votre cœur tous les messages que vous recevez. Vous prenez encore quelques instants pour écouter. Vous voyez tranquillement revenir devant votre animal totem, devant votre guide. Vous le regardez dans vos yeux. Vous prenez le temps de connecter avec son essence une dernière fois, avec sa magie et avec beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour et d'humilité. Vous remerciez l'animal pour sa présence. Vous remerciez votre guide pour tous les messages qu'il vous offre en ce moment, en sachant que vous pourrez en recevoir davantage aujourd'hui ou dans les prochains jours. Et en sachant que vous pouvez toujours revenir à la rencontre de cet animal et de ce guide. Prenez un instant pour le remercier, pour voir s'il y a une dernière chose à vous dire en ce moment. Vous vous sentez prête à revenir tranquillement. Vous regardez une dernière fois votre animal totem ou votre guide dans les yeux et vous vous tournez sans plus jamais regarder en arrière. Vous marchez vers la porte qui vous a amené jusqu'ici. Vous arrivez devant la porte. Vous demandez la permission d'aller de l'autre côté de la porte. Et comme vous vibrez sur la même fréquence, la permission vous est accordée, la porte s'ouvre. Vous laissez la porte s'ouvrir et vous marchez dans le tunnel, un peu plus tranquillement qu'à votre arrivée. Vous vous sentez légère, en confiance. Vous vous sentez libre. Vous vous sentez bien. Vous avez confiance que vous portez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, tous les messages que vous êtes censés recevoir aujourd'hui. Vous empruntez une vitesse un peu plus rapide dans le tunnel, vous avancez, vous remontez encore plus. Et soudainement, vous arrivez à nouveau dans le fond de l'eau. Vous trouvez dans le fond de l'eau les deux créatures aquatiques qui vous ont amené ici vous attendent. Tranquillement, à l'aide de ces créatures aquatiques, vous remontez à la surface de l'eau. Vous prenez une grande inspiration en arrivant la tête hors de l'eau. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par la bouche. Et vous sortez tranquillement de l'eau. Vous prenez un instant pour vous pencher au-dessus de l'eau et regarder à nouveau votre reflet.
dans celle-ci, vous prenez le temps de connecter avec vous-même ici à nouveau et de voir qui est-ce que vous êtes en ce moment. Quelle est votre essence? Prenez un instant pour vous dire merci d'être ici, pour vous dire merci d'exister. Pour avoir de la gratitude envers vous-même pour tout ce que vous faites, pour votre parcours, pour votre transformation, pour votre guérison. Pour vous dire merci d'être exactement la femme que vous êtes en ce moment, que cette femme est parfaite, telle qu'elle est. Vous prenez le temps de vous faire un doux sourire dans votre reflet ici. Et vous vous relevez tranquillement. Vous reprenez la route sur le chemin de terre qui vous a amené jusqu'ici. Une pierre à la fois, vous avancez, vous avancez, vous avancez jusqu'à revenir dans la nature où vous étiez au début. Et ici, dans cette magnifique nature luxuriante, verte, magnifique, vous voyez au sol votre corps allongé ou votre corps assis. Et vous décidez de revenir à l'intérieur de vous, de revenir dans votre corps ici et maintenant. Vous êtes complètement libéré de toute autre énergie que la vôtre. Vous revenez dans votre corps, vous reconnectez avec votre respiration naturelle. Vous prenez le temps de vous tourner d'un côté ou l'autre, de ramener du mouvement. De prendre le temps soit de rester ici, de peut-être prendre le temps d'écrire dans votre journal. Si vous avez envie d'écrire dans la conversation, si vous avez vécu quelque chose pendant le voyage, vous pouvez y aller. Et on va fermer dans 5 minutes. Donc, c'est vraiment à partir d'ici de faire ce que vous avez besoin. Vous pouvez écrire, vous pouvez écrire ici, vous pouvez écrire dans votre journal, vous pouvez dessiner si ça vous parle, de vraiment prendre le temps, si vous pouvez aller méditer. Si vous devez retourner à vos obligations familiales ou à tout ce qui se passe autour de vous, prenez quand même le temps de déposer vos mains sur votre cœur, de respirer et de juste savoir que vous êtes là avec vous-même, que ça va rester à l'intérieur de vous et de faire confiance que vous allez recevoir ce que vous avez besoin de recevoir dans le moment présent. Je remercie du fond du cœur tout le monde qui était ici, mais je remercie aussi mes sœurs, ma famille. Merci Josiane et Chantal pour l'invitation, puis aussi pour votre patience, parce que je suis en retard de 8 minutes. Mais ça valait la peine. Je suis vraiment contente de l'heure et demie qu'on a passé ensemble. Puis, ça va vraiment me faire plaisir si vous avez d'autres questions ou d'autres choses à partager avec moi. Prenez le temps de m'écrire si vous avez besoin d'avoir mes coordonnées. Je vous les remets ici une dernière fois, mais c'est vraiment facile à se rappeler. C'est mon nom, tout collé. Et merci pour tous vos beaux mots que vous êtes en train d'écrire en ce moment. Et au plaisir de vous revoir pour quelconque autre partage. Voilà. Donc, je vous laisse le temps d'écrire encore 1 ou 2 minutes, puis Josiane va fermer et conclure la réunion. Si vous avez dû quitter avant, vous allez toujours pouvoir reprendre l'atelier ou pour certaines personnes qui sont arrivées en retard aussi. Puis, merci pour tout. Aho. Je suis curieuse aussi de savoir si vous avez vu votre animal totem, de savoir c'était quoi, donc n'hésitez pas à nous en parler aussi. Bon, Josiane, je pense que tu es ici. Je vais te laisser fermer la réunion. Je vais quitter de mon côté. Wow, ça va vite. Un renard, un chevreuil, un tigre. Merci beaucoup. Bye Jo, bye Chantal, bye tout le monde. Merci beaucoup.
Alors, juste un petit heads up, ça va couper un peu brusquement. Je vais fermer la réunion dans... Je vais vous dire merci avant. Merci beaucoup tout le monde. Je vous envoie plein d'amour et je ferme dans 3, 2, 1. Bye bye!